Lorsqu'un pari a été fait pour un petit déjeuner gratuit, personne n'aurait pu prédire qu'il aboutirait à un corps dans les bois et à un jeune garçon de 16 ans emprisonné pour meurtre. Qu'est-il arrivé à Rebecca Aylward? Née le 28 février 1995 à Maesteg, au pays de Galles, Rebecca Aylward était l'aînée de 3 enfants vivant avec sa mère, Sonia, son frère, Jack et sa sœur, Jessica. Vivant dans une famille très unie, Rebecca était décrite comme une vieille âme, gentille, attentionnée et une excellente élève avec un avenir brillant devant elle. Elle excellait à l'école, fréquentant le lycée catholique Archbishop Magrath de Tendu. Elle avait un groupe d'amis proches et était en train d'étudier pour ses examens GCSE. En 2009, elle s'est rapprochée d'un camarade de classe, Joshua Davis. Ils étaient dans la même classe et avaient de nombreux amis communs. Joshua était également un élève très performant et était populaire auprès de ses camarades. Ils se retrouvaient régulièrement pour étudier ensemble, à l'école et en dehors. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur amitié innocente évolue et qu'ils demandent à Rebecca d'être sa petite amie. En octobre 2009, ils annoncent à leurs amis et à leur famille qu'ils sont en couple. Rebecca déclare à sa mère, Sonia, qu'elle ne pourrait pas être plus heureuse. Au début, Sonia était heureuse pour le couple, rassurée par Joshua qui lui disait qu'il protégerait toujours sa fille. À partir de ce moment-là, on les voyait rarement l'un sans l'autre et ils devenaient proches de leurs familles respectives. Cependant, des réserves avaient commencé à être émises par la jeune sœur de Rebecca, Jessica, après un incident survenu chez Joshua alors qu'elle attendait l'arrivée de Rebecca. Après avoir parcouru sa collection de couteaux, elle a été surprise lorsque Joshua en a saisi un et l'a brièvement porté à sa gorge. Il s'en est moqué comme d'une blague, mais elle n'a pas vu le côté drôle de la chose. Elle voulut en parler à sa mère, mais décida de laisser tomber pour le bonheur de sa sœur. Il y a également eu un autre incident dont Sonia parlera plus tard. Une fois, à la télévision, il y avait le Ku Klux Klan et il a dit qu'il aimerait être l'un d'eux. Il a dit qu'il aimerait faire ce qu'ils font. Cela l'a immédiatement interpellé, mais Rebecca l'a frappé dans les côtes et lui a dit « Qu'est-ce que tu racontes ?» Après quelques mois de fréquentation, en janvier 2010, Joshua a été invité à passer le week-end chez les Aylward. Le couple a passé du temps avec Sonia, ils ont pris un plat à emporter et regardé des films ensemble. Sonia a également entendu Joshua demander à Rebecca de lui peindre les ongles en même temps qu'à elle. Lorsque le week-end s'est terminé et qu'il était temps pour Joshua de rentrer chez lui, il a remercié Sonia et lui a dit que c'était le meilleur week-end de sa vie. Elle est donc surprise lorsque, quelques jours plus tard, Joshua met fin à leur relation. Rebecca était dévastée. C'était sa première vraie relation et tout laissait penser que quelque chose n'allait pas. Mais Joshua, lui, a pris un chemin plus sombre et s'est retourné contre son ex-petite amie. Il a commencé à répandre des rumeurs sur Rebecca dans l'école, déterminé à monter ses camarades contre elle. Il disait à ses amis que son ex-petite amie était enceinte, répandait des mensonges et l'intimidait pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations. Rebecca était malheureuse. Non seulement elle traversait sa première peine de cœur, mais quelqu'un qu'elle pensait aimer et en qui elle avait confiance faisait de son mieux pour la briser. Elle pleurait auprès de sa mère sur le nouveau comportement de Joshua et ni l'une ni l'autre ne comprenaient pourquoi. Les amis de Joshua le remarquaient également, mais lui ne voulait pas laisser tomber et passer à autre chose. Au contraire, il était déterminé à montrer à tout le monde que Rebecca était une mauvaise personne. Il a commencé à discuter avec ses amis de sa haine profonde pour son ex-petite amie et de ce qu'il allait faire d'elle avec plus de détails. Il leur a parlé de ses différents complots pour lui faire du mal. Il a longuement parlé de l'attirer sur un pont et de la pousser dans l'eau, sachant que Rebecca ne savait pas nager. Il a également dit à ses amis qu'il prévoyait de l'empoisonner en préparant dans sa chambre avec un ami un mélange de digital, un poison mortel qui, lorsqu'il est consommé, peut ralentir ou rendre irrégulier le rythme cardiaque d'une personne et mettre rapidement sa vie en danger. Ainsi, lorsque Rebecca s'est retrouvée à l'hôpital à l'été 2010 avec une maladie mystérieuse, on se demande pourquoi l'un de ses amis n'a pas tiré la sonnette d'alarme. Rebecca est tombée malade et a rapidement souffert d'évanouissement extrême et de douleurs intenses à l'estomac, ce qui a entraîné plusieurs séjours à l'hôpital pendant que les médecins tentaient de déterminer ce qui lui arrivait. Pendant son séjour à l'hôpital, elle a reçu la visite de nombreux amis de l'école.
Mais Joshua n'a pas cherché à savoir comment elle allait, ni même à prendre de ses nouvelles. Pendant ce temps, il n'a pas cessé sa tirade contre son ex-petite amie. Il disait à ses amis que le monde serait meilleur sans elle, et le fait même de savoir qu'elle était en vie l'offensait. Il répétait sans cesse à ses amis son désir de tuer Rebecca, et malheureusement, ceux-ci pensaient qu'il plaisantait, et lui ont même promis un petit déjeuner gratuit s'il mettait son plan à exécution. Mais Joshua prenait ces mots à cœur et se mit à imaginer un moyen de se débarrasser de Rebecca une fois pour toutes. En septembre 2010, Rebecca allait suffisamment bien pour retourner à l'école au début du nouveau trimestre. Sa mère a constaté qu'elle était redevenue la personne qu'elle avait été et était contente de voir sa fille à nouveau heureuse. Peu après la rentrée, Joshua a commencé à essayer désespérément d'attirer l'attention de Rebecca. Il était jaloux lorsqu'il la voyait parler à d'autres garçons et lui envoyait des messages le soir. Malheureusement, Rebecca s'est laissée à nouveau séduire et espérait se remettre en couple avec lui, malgré tout ce qu'il avait fait au cours des 2 derniers mois. Le 23 octobre 2010, Joshua a envoyé un message à Rebecca demandant à la rencontrer le lendemain, laissant entendre qu'ils espéraient se réconcilier. Rebecca a accepté avec enthousiasme et a informé sa mère de ses projets. Sonia dira plus tard à quel point Rebecca était excitée et dansait dans la maison. Plus tard dans la soirée, Sonia et Rebecca remarquent que Joshua, qui met rarement à jour sa photo de profil, a remplacé son selfie par une image du bois d'Aberkenfig, ce qui laissait présager de ce qui allait se passer. Le lendemain, Rebecca s'est réveillée plus tôt que d'habitude, s'est habillée et a passé plus de temps sur son maquillage, excitée à l'idée de revoir son premier amour. Pendant qu'elle se préparait pour le rendez-vous, Joshua prenait son petit déjeuner avec ses amis à leur endroit habituel. Il a annoncé qu'il partait tôt pour aller rencontrer Rebecca. À leur grande surprise, elle leur a dit que le moment était venu. Rebecca était prise en charge par sa tante Linda et quitta la maison vêtue d'une veste rouge et de bottines marron. Lorsqu'elle est arrivée à la gare où ils avaient convenu de se retrouver, elle a attendu plus de 10 minutes avant d'envoyer un message à Joshua pour lui demander où il était. Quelques minutes plus tard, il lui a répondu en changeant les plans et en lui demandant de se rendre au parc pour l'y retrouver. Lorsqu'elle est arrivée un peu plus tard et qu'elle a vu qu'il n'était toujours pas là, elle a commencé à penser qu'il s'agissait peut-être d'une autre farce cruelle et qu'il n'avait pas l'intention de la rencontrer. Elle lui a envoyé un nouveau message pour savoir ce qui se passait et lui a dit d'aller au village à la place. Inquiète qu'il s'agisse d'un coup monté, elle a appelé sa mère et est restée au téléphone avec elle pendant qu'elle marchait dans le village. Lorsqu'elle est arrivée dans la rue où Joshua lui avait dit d'aller, elle a commencé à s'énerver car il n'était toujours pas là et Sonia s'inquiétait de plus en plus des motivations de Joshua. Quelques minutes plus tard, Rebecca dit à sa mère qu'elle croit voir Joshua s'approcher. Sa mère lui dit de rester au téléphone jusqu'à ce qu'elle soit sûre que c'est lui. Alors que le garçon s'approche, tête baissée, Rebecca confirme à Sonia que c'est bien Joshua et sa mère remarque qu'il ne lui a pas dit bonjour comme il le fait habituellement. Rebecca a assuré à sa mère qu'elle allait bien et a raccroché le téléphone en disant « Au revoir maman, je t'aime ». C'était la dernière fois que Sonia parlait avec Rebecca. Ils se sont rendus ensemble dans les bois de Pennsylvanie et dans une zone isolée de la forêt. Lorsqu'il s'est assuré qu'ils étaient seuls, Joshua a attaqué Rebecca par surprise, lui envoyant à plusieurs reprises une pierre de la taille d'un ballon de rugby dans la tête, avant de la laisser seule, le corps ensanglanté et meurtri, face contre terre, sur le sol humide de la forêt, avec un sweat à capuche sur la tête. Une fois hors de la zone, il a parlé avec ses amis, qui lui ont demandé s'il était avec Rebecca. Cruellement, il a ri et a dit « J'en ai fini avec ». Il a alors convoqué un ami pour montrer au garçon non identifié ce qu'il avait fait. Lorsque les deux amis sont arrivés sur les lieux, le garçon, connu uniquement sous le nom de Boy B, a vu le corps sans vie de Rebecca, face contre terre, les bras écartés. Le garçon décrira plus tard ce moment comme s'il prenait une douche froide. Il était incapable de parler. La réalité de ce qui s'était passé, de ce à quoi toutes les blagues de son ami avaient abouti, lui était apparue. Joshua, bien que tremblant, n'a pas semblé montrer de regret pour son crime, se tournant vers son amie et disant « Tu sais à quel point c'est difficile de briser le cou de quelqu'un ?» Elle me tournait le dos et je me suis dit « Ça y est, je vais y aller ». J'ai essayé de lui briser le cou, elle criait, alors j'ai ramassé la pierre et j'ai commencé à la frapper avec. Le pire, c'était de sentir et de voir son crâne céder. Joshua s'est ensuite rendu au domicile de ses grands-parents et a continué à envoyer des SMS à Rebecca comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés.
Il a essayé de brouiller les pistes et a même publié un statut Facebook indiquant qu'il était en train de se détendre avec des amis. Il a ensuite pris une tasse de thé et s'est assis avec sa famille pour regarder Strictly Come Dancing et le film No Country for Old Men. Il a ensuite envoyé un message crypté à ses amis. « Je pense que vous me devez un petit déjeuner maintenant. » La réponse de son ami était encore plus effrayante. « Le meilleur test que j'ai jamais eu, mon pote. Sérieusement, si c'est vrai, je suis heureux de te payer un petit déjeuner. Je veux tous les détails, espèce de bâtard sadique. » Plus tard dans la journée, la tante de Rebecca, qui avait accepté de la ramener chez elle, a contacté Sonia pour lui dire qu'elle n'avait aucune nouvelle de Rebecca, qu'elle était de plus en plus inquiète et qu'il se faisait tard. C'est à ce moment-là que la famille s'est rendu compte que personne n'avait vu ou entendu parler de Rebecca depuis l'après-midi. Les SMS et les appels restaient sans réponse, ce qui était tout à fait inhabituel car elle était toujours au téléphone. L'alarme a été donnée lorsque Sonia a contacté ses amis qui ont dit qu'elle n'avait pas non plus de nouvelles de leur fille. Sonia a décidé d'aller directement chez la dernière personne avec qui Rebecca était en contact et appela Joshua chez ses grands-parents pour lui demander où se trouvait sa fille. Au téléphone, Joshua lui a dit qu'il était resté coincé chez ses grands-parents et qu'il avait dû annuler son rendez-vous avec Rebecca. Sonia a tout de suite eu des soupçons car elle avait demandé 3 fois à Rebecca, lors de leur dernier appel, si elle était bien avec Joshua Davis, alors que celui-ci niait l'avoir rencontré ce jour-là. À 19h, il n'y avait toujours aucun signe de Rebecca et la police a été appelée. Au début, ils n'ont pas accordé beaucoup d'importance à la déclaration de disparition de Sonia, lui disant qu'ils avaient reçu de nombreux rapports sur une fête de mineurs qui se déroulait à proximité, demandant à Sonia s'il était possible que Rebecca y soit. Mais Sonia insistait sur le fait que cela ne ressemblait pas à sa fille, qu'elle n'aurait jamais changé ses plans comme ça sans en parler à personne. Elle suppliait la police de vérifier la vidéosurveillance sur place pour prouver que Joshua ne lui avait pas menti sur sa rencontre avec Rebecca. La police n'est arrivée que peu après 21h30. Ils se sont rendus au domicile de la tante Linda de Rebecca et y ont rencontré Sonia où ils ont pris le rapport des mouvements connus de Rebecca, de ses vêtements et de ses photos récentes. Une fois de plus, les agents présents ont assuré à Sonia qu'il était plus que probable que Rebecca soit à une fête, lui disant qu'il venait juste d'embarquer 2 filles ivres qui fréquentaient la même école. Mais Sonia refusait de le croire et fit appel à ses amis et à sa famille pour commencer à chercher sa fille ce soir même. Des messages ont été publiés et partagés sur Facebook, demandant à toute personne ayant vu ou parlé à Rebecca de faire savoir à la famille qu'elle allait bien. Joshua a même posté son propre statut en espérant que Rebecca revienne saine et sauve en disant « Je suis désolé pour sa mère » et a envoyé un SMS à Rebecca en disant « Nous sommes tous inquiets ». Sonia et d'autres membres de la famille sont restés dehors jusqu'à 3h du matin à chercher dans le froid glacial. La police insistait toujours sur le fait qu'elle était à une fête. Ils ont dit à Sonia qu'ils ne seraient pas en mesure de suivre son téléphone ou d'envoyer un hélicoptère pour chercher jusqu'à ce qu'elle soit partie depuis plus de 24 heures, même après que Sonia ait parlé à la police des récents blackouts et hospitalisations de Rebecca. Le lendemain, des recherches se sont élargies et un grand groupe s'est formé pour aller à Aberkenfig, arpentant les rues et allant vers les passants pour demander s'ils avaient vu la disparue Rebecca. Linda continuait d'appeler Rebecca en laissant des messages vocaux disant « Becca, il faut que tu fasses signe maintenant, la police est impliquée. Même si tu es ivre, tu peux venir chez moi. » Mais finalement, le téléphone de Rebecca commença à tomber directement sur la messagerie vocale au lieu de sonner. Où que soit son téléphone, sa batterie était à plat. Incapable de faire face à sa culpabilité, Boyby a craqué et a avoué ce qu'il avait vu à ses parents. Ils ont alerté la police et Boyby les a conduits au corps de Rebecca et leur a tout avoué de ce qu'il savait. L'unité d'intervention rapide a été appelée et Sonia a été informée de l'envoi de l'unité, mais pas de la raison de cet envoi. Elle dira plus tard qu'à partir de ce moment-là, elle a su que le corps de sa fille avait été retrouvé. Un agent de liaison avec les familles arriva au domicile de la famille et ne put sortir que les mots « Je suis désolé ». C'était son premier jour de travail et l'une de ses premières tâches était d'annoncer la nouvelle dévastatrice du meurtre de la jeune fille de 15 ans. Sonia accompagnait la police pour identifier le corps de sa fille, mais d'après la description qu'elle leur a donnée de ce que portait Rebecca, ils savaient déjà que c'était elle à la morgue.
Joshua et Boyby ont été arrêtés car ils étaient soupçonnés du meurtre de Rebecca Aylward et ont été interrogés par la police. Joshua s'est lancé dans un flot de mensonges, déclarant au détective que ce n'était pas lui qui avait tué Rebecca, mais Boyby, suite à une farce qui avait mal tourné. En mentant comme un arracheur de dents, Joshua a dit au détective que lorsque Boyby est arrivé dans la forêt, Rebecca et lui étaient là, vivants, et se moquaient de lui. Il a poursuivi en disant que Boyby était tellement en colère à cause de cette farce qu'il a frappé Rebecca avec la pierre et l'a tuée. Cependant, la police a vu clair dans ces mensonges. Non seulement l'histoire était mince comme du papier, mais ils avaient également la preuve des messages entre Joshua et Rebecca, ainsi que Rebecca confirmant à sa mère à 3 reprises que Joshua se tenait devant elle avant de raccrocher le téléphone. Le mardi 26 octobre, il a été annoncé que Joshua Davis avait été accusé de meurtre de Rebecca. Boyby a été libéré et ne fait pas l'objet d'autres accusations au grand dégoût de la population locale. Aucun des amis de Joshua, même ceux qui lui avaient promis un petit déjeuner gratuit pour le meurtre, n'ont eu à subir de répercussions pour ce crime. Après l'inculpation de Joshua, la famille de Rebecca a fait une déclaration en hommage à Rebecca. Rebecca, également connue sous le nom de Becca, était très aimée de toute sa famille. Elle était aimée de tous, y compris de ses tantes, oncles et cousins. Elle nous manquera beaucoup. C'était une jeune fille très heureuse. Elle avait une personnalité extravertie et pétillante. Elle était très maternelle envers son petit frère et sa petite sœur qui l'adoraient. Ils ont été dévastés par sa mort. Elle aimait s'acheter de nouveaux vêtements et appréciait les fréquentes sorties shopping avec sa tante. La déclaration de la famille poursuit. Elle aimait sortir avec ses amis. Elle avait un large cercle d'amis et était populaire et appréciée par tous ceux qui la connaissaient. Toute la famille a été bouleversée par sa mort. En tant que famille, nous sommes tous dévastés par sa mort prématurée et nous souhaitons être laissés seuls pour faire notre deuil en privé. Becca ne pourra jamais être remplacée. Les funérailles de Rebecca ont eu lieu le 18 novembre 2010. Une messe a été célébrée à l'église Our Lady and St. Patrick à Maesteg et elle a été enterrée au cimetière de Maesteg. L'office était bondé et de nombreuses personnes ont dû rester. La famille a déposé des roses dans l'église avec des messages en l'honneur de Rebecca. Sa sœur Jessica a écrit « Repose en paix, mon ange, je te verrai bientôt, je t'aime beaucoup » et a également laissé une lettre et sa broche de communion dans son cercueil. En juillet 2011, le procès de Joshua Davis a débuté à la Swansea Crown Court. Le procès, qui a duré 4 semaines, a vu Joshua nier son implication dans le meurtre, obligeant Sonia à entendre les détails macabres de la mort de sa fille présentée par l'accusation. Dans une déclaration, elle a décrit Joshua comme étant le mal absolu et a demandé à la cour de le condamner à la prison à vie pour son crime. Le jury a appris que Rebecca était décédée de graves blessures à la tête. Et les experts médicaux ont décrit la gravité et le nombre de fois où Joshua a dû la frapper pour provoquer l'impact qu'elle a eu. Joshua n'était pas perturbé par la procédure et se comparait plus tard à Amanda Knox, convaincue de son innocence. Cependant, le 27 juillet 2011, le jury a commencé ses délibérations et l'a déclaré coupable à une majorité de 10 contre 2. Il a été condamné en septembre 2011 à 14 ans de prison pour le meurtre prémédité de Rebecca Aylward. Sonia s'est battue avec acharnement pour que Joshua reste en prison, affirmant qu'il n'y a aucun doute dans son esprit qu'il tuera à nouveau. En 2018, Joshua a de nouveau fait la une de l'actualité après avoir décidé de chercher son agent de probation et d'avouer enfin le crime, leur disant qu'il avait assassiné Rebecca seul et sans aide, revenant sur ses précédents mensonges en détention et au procès. Cela n'a pas permis à Sonia de tourner la page, car elle s'est élevée contre lui en affirmant qu'il n'avait avoué que dans l'espoir d'obtenir une libération anticipée de la prison. Elle a parlé ouvertement, en ligne et dans les médias, de sa haine pour Joshua, allant même jusqu'à demander le rétablissement de la peine de mort pour qu'elle obtienne justice. En 2014, elle a écrit et publié un livre intitulé « Bye Mom, I Love You » en hommage aux derniers mots que sa fille lui a dit, qui décrit les événements et les suites de la mort de sa fille. Joshua Davis est toujours en prison et bien qu'il tente toujours d'obtenir une libération anticipée, il reste derrière les barreaux avec le confort des médias sociaux et d'une PlayStation, tandis que Rebecca Aylward a perdu la vie en poursuivant ce qu'elle croyait être l'amour de sa vie.
Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine sur Au cœur du crime.